Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va découvrir la musique électro-soul du groupe The Next Step, plonger dans les coulisses d'un western réalisé par des jeunes échiroloises et célébrer les 50 ans de la MC2 avec un grand nom du théâtre français. Alors, sur ce plateau, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. À ma droite, j'ai l'équipe western, on va l'appeler comme ça, avec Liamine Saoudi de l'association La Petite Poussée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec deux jeunes actrices d'Échirolles, Maria et Myriam. Bonjour à toutes les deux. Et puis Younes Zebar, qui représente l'association Vie et Partage. De l'autre côté, un trio pour représenter le groupe The Next Tape avec Franz Litzler, je l'ai bien dit ? C'est ça. Pas facile à écrire ni à dire. Vous êtes avec Jonathan Giudona. Bonjour Jonathan. Et puis j'aurais peut-être dû commencer par vous, si j'avais été bien élevé. Virginie Léonce, la chanteuse de The Next Step. Vous finirez d'ailleurs cette émission en live sur ce plateau. On poussera un petit peu les tables. Et puis, dernier invité, mais pas des moindres, Georges Lavaudan. Bonjour. Bonjour. Je crois que vos amis vous appellent Jo dans le métier. Oui. Exact. Vous êtes l'un des metteurs en scène les plus reconnus du théâtre français. Vous avez dirigé pendant une dizaine d'années le théâtre de l'Odéon à Paris, qui fait partie des grands théâtres nationaux. Cette belle carrière que vous avez développée aussi à l'international, vous l'avez commencée ici, chez nous, à Grenoble. Hein. Oui, c'est exact, oui. J'étais au lycée Mounier, oui. J'ai rencontré des professeurs qui m'ont initié au théâtre. C'est grâce à eux, également à Vaucanson. Vous ne veniez pas forcément d'un milieu qui était tourné vers cet univers ? Non, c'était plutôt un milieu ouvrier. Bon, on vivait très très bien, hein, il n'y avait pas de problème, mais disons l'art n'était pas la question principale des conversations. Et c'est effectivement grâce à des professeurs que j'ai pu tout d'un coup découvrir cet univers que j'ignorais entièrement. Alors, vous aviez une vingtaine d'années au moment de la création de la Maison de la Culture de Grenoble, hein, en 1968. Vous imaginiez à l'époque en prendre un jour la direction ? Non, pas du tout. Pas du tout. Même dans mes rêves, non. À l'époque, je démarrais juste le théâtre. Je faisais aussi un petit peu de philo. Et d'ailleurs, j'étais un peu, dubitatif par rapport au théâtre. Je trouvais que c'était un art vieux, pour les vieux, qui ne parlait pas du monde contemporain. Donc, j'étais plutôt en retrait, si vous voulez. Alors, cette Maison de la Culture dont on voit les images de l'époque, 68, vous en avez pris la direction pas si longtemps que ça après, une dizaine d'années, je crois, au début des années 80. Oui, c'est ça. Alors, il faut préciser, j'étais en codirection avec Jacques Blanc, qui lui arrivait du Théâtre National de Strasbourg. J'ai toujours été en codirection, que ce soit au Centre Dramatique avec Gabriel Monet ou à la Maison de la Culture, parce que ma fonction de metteur en scène, parfois, était tellement prenante que pour diriger une maison, c'est lourd. Il faut y être au quotidien, il faut parler avec les gens, il faut les écouter, il faut initier des projets. Ce n'est pas toujours facile de mener, disons, l'aspect artistique et l'aspect administratif. Dans les années 80, et même un petit peu avant, il y avait ce qu'on appelle un théâtre tournant, quelque chose d'assez original. Oui, enfin, on l'appelait le théâtre mobile. Il faut savoir que lorsque le théâtre a démarré, il était dirigé là aussi par deux personnes, par René Lesage qui était acteur et metteur en scène, puis par un très grand scénographe qui s'appelait Bernard Florier. Et Bernard Florier était toujours à la recherche de nouveautés, et il avait imaginé, avec les architectes de l'époque, de faire ce qu'on appelle donc un théâtre mobile, c'est-à-dire la salle pouvait tourner dans un sens, et le plateau tournait également dans le sens. Alors tout ça se mélangeait, pouvait tourner dans le même sens, en sens contraire. Non, l'idée était très simple, c'était pour éviter en quelque sorte, si vous voulez, les changements de décor. Parce que là, on pouvait faire arriver successivement 3, 4, 5, peut-être jusqu'à 6 décors sans qu'on ait besoin de personnel supplémentaire ou d'une machinerie compliquée. Et puis il y a eu une très belle pièce qui s'est appelée Le Marathon de Claude Confortès, ça portait bien son nom puisque il y avait des acteurs et ils couraient sur place. Bon, ça n'existe plus, hein, ce système de théâtre. C'est l'auditorium aujourd'hui. Tournant, voilà, qui est en fixe et plus traditionnel. Alors, cette Maison de la Culture, même si vous l'avez connue, vous l'avez quittée, vous la connaissez bien, vous revenez, j'imagine, régulièrement sur la région grenobloise, vous gardez des attaches ici ? Oui, j'ai encore de la famille, oui, j'ai mes frères, j'ai ma sœur. Alors, vous êtes là depuis quelques jours pour présenter une pièce qui est également emblématique de votre carrière. Je crois que vous l'avez montée à la fin des années 70. 79, oui. Ça fait 39 ans, oui. On l'avait montée dans une MJC à la Capuche ou je ne sais plus où. Et c'est une pièce qui s'appelle La Rose et la Hache, qui est un titre tiré d'un auteur qui s'appelle Cioran. Cet auteur
donne ce titre quand il parle de Shakespeare, effectivement. Parce qu'en fait, c'est une adaptation très concentrée du Richard III de Shakespeare. Et ensuite, quelques années plus tard, au Festival d'Avignon, dans le grand plateau du Festival d'Avignon, qu'on appelle la Cour d'honneur, on a fait la version, j'allais dire, intégrale. Cette pièce, vous l'avez montée au début de votre carrière, un petit peu à l'instinct. Oui, oui. Comment vous expliquez qu'elle vous ait suivi comme ça pendant 40 ans ? Je ne sais pas, peut-être parce qu'on l'a fait à l'instinct. C'est vraiment le spectacle sur lequel on a le moins réfléchi. On est allé se servir dans la réserve de décor, on a mis les musiques de l'époque, c'était Stevie Wonder, Adriano Celentano. On a mis ce qui nous tombait sur la main, puis finalement, il y a eu un petit miracle. On voit quelques photos de cette pièce. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui on vous autoriserait à avoir autant de verres de vin sur une scène de théâtre. Vous voulez dire c'est une mauvaise publicité. Alors c'est cette pièce que vous reprenez en ce moment à la MC2. Vous avez changé des choses ou finalement... Non, quasiment. À 85%, c'est la même chose. Bon, par contre, nous, on a changé. Pour rentrer dans les costumes, je ne vous dis pas le problème. C'est les mêmes costumes qu'à l'époque. On les a un peu refaits. Donc il y a 5 comédiens, je crois, sur scène, dont Ariel Garcia Valdés, qui est un peu votre comédien fétiche. Je ne sais pas si on peut le présenter comme ça. Oh, plus que fétiche, c'est une histoire tout à la fois d'amitié et de travail artistique. C'est-à-dire, je pense qu'on arrive à s'enrichir mutuellement l'un l'autre. On se contredit, parfois on n'est pas d'accord, mais c'est justement grâce à cette espèce de vérité qu'on a chacun nous-mêmes qu'on peut faire des choses qui sont très très belles. Alors, il reste 2 représentations. Oui, c'est ça. Vendredi et samedi. Vendredi, samedi, puis ensuite mardi et mercredi, on sera à Annecy. Petite tournée. Elle va se poursuivre, mais pas dans la région, disons. Bon, samedi, au-delà de cette pièce qui clôturera la journée, il y aura un temps fort également d'échange, de réflexion sur ce qu'a été la Maison de la Culture et puis son avenir. Vous y participerez évidemment. Oui, je pense que Jean-Paul Angot, donc le directeur, a convié les anciens directeurs, ceux qui étaient avant moi, ceux qui étaient après moi. Il y aura en particulier Bernard Gilman, Catherine Tasca, etc. Et c'est une journée pour se dire que les anniversaires, c'est très bien, mais c'est le futur qui est intéressant. Enfin, quand je dis le futur, c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce que c'est l'art ? Qu'est-ce que c'est la culture ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce que ça ne fonctionne plus ? Qui fréquente ces lieux ? Est-ce qu'il faut élargir les publics ? Enfin, toutes les questions qu'on se pose, mais qui sont toujours, à mes yeux, d'actualité. Vous êtes confiant sur l'évolution de la culture en général dans les années qui viennent ? Non. Avec les tablettes, avec tous ces outils c'est pas ça qui vous inquiète ? Non, je crois que ça, c'est une caricature, l'idée de dire la technologie. Il y a toujours eu de la technologie. Oui. Même chez les Grecs, le théâtre grec d'il y a 2000 ans, il y avait de la technologie, si vous voulez. C'est pas ça qui est la crainte, c'est la perte de sens, la perte d'envie, la perte de mystère, et puis aussi peut-être qu'on veuille tout expliquer, si vous voulez. Ça, c'est un peu le drame de l'époque. Moi, je pense que dans la vie de l'homme, il y a des parts de mystère, d'inconscient, de secret qu'il faut à tout prix conserver. Et le lisse, l'égalité, le tout pareil, l'uniformisation, si vous voulez, même au nom des belles valeurs, parfois, ça enlève la tension de la vie. On est mortel. Georges Avolon, est-ce que vous avez touché au cinéma au cours de votre carrière ? Non, il y avait eu un très beau spectacle qu'on avait fait à la Maison de la Culture qui s'appelait Palazzo Mental, et Lina, à l'époque, qui était très très développée, nous avait proposé de filmer le spectacle, et donc on a décidé de le filmer dans la région grenobloise comme un vrai film. Mais en gros, je m'adresse aux jeunes camarades, c'est le film où il y a toutes les erreurs, si vous voulez. Donc, si vous voulez regarder. On peut le prendre pour refaire un cas d'école. Exactement, pour voir ce qu'il faut absolument pas faire au cinéma. Bon, alors, je ne sais pas si on est plongé dans les archives de l'INA, mais on va parler de cinéma, d'un style cinématographique un petit peu différent, puisqu'on va parler de western avec Yamine et Maria. Yamine, vous travaillez pour La Petite Poussée, qui est une association qui développe depuis une dizaine d'années des projets pédagogiques, notamment autour de l'image et de la vidéo. Et vous êtes associé avec Vie et Partage, qui est une autre association, je crois, des Chirolles, pour lancer un projet plutôt original, un projet de western réalisé par des jeunes filles. Ouais. Encore plus original, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que déjà, pas beaucoup de réalisatrices, encore moins dans les westerns. Et donc là, pour le coup, on s'est rapproché de l'association Vie et Partage. Enfin, on s'est rapproché mutuellement, parce qu'on a eu quelques collaborations mutuelles précédentes. Et donc, pour faire suite, donc Maria en parlera beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, c'est pour faire suite au travail qui a été mené autour d'égalité femmes-hommes
Ce groupe de jeunes filles de l'association Vie et Partage a réalisé une exposition photo qui tourne plutôt pas mal depuis 2 ans. Donc différentes institutions s'en sont saisies et donc en font profiter différents établissements, des lycées et autres. Et donc pour faire suite à ce travail et pour continuer sur la lancée de cet engagement, elles ont souhaité réaliser un film. Donc là, elles se sont rapprochées de l'association La Petite Poussée. Notre association propose depuis maintenant 3 ans différents séjours cinématographiques, notamment celui en Andalousie, donc dans les studios de Tabernas, studio Fort Bravo. À Fort Bravo, donc on est assez content et fier de pouvoir tourner là-bas quand on sait que Sergio Leone tournait ses films sur place. Donc pour nous, c'est quand même un honneur, voilà, de pouvoir tourner sur place, pouvoir tourner dans ces locaux. Et donc, à partir de là, on a construit le projet, on a été accompagné et soutenu par différentes institutions. Et Maria a écrit, Maria, en collaboration avec les filles, a écrit le scénario qui nous a amené à réaliser ce western sur le droit des femmes. C'est bien pour ça que je dis que c'est dans la continuité du travail sur l'égalité femmes-hommes, dans le sens où le western est vraiment dédié aux droits des femmes. Oui, parce que Maria, j'imagine qu'à l'époque des westerns, le droit des femmes était peut-être moins élaboré qu'à notre époque, hein. Même s'il n'est pas encore parfait, j'imagine. Ouais, il y a encore quelques petites lacunes, mais c'est vrai qu'à l'époque, on voit bien le contraste entre les hommes et les femmes, et c'est pour ça qu'on a voulu tourner un film dans ce contexte-là, dans ces années-là, pour voilà, pas vraiment caricaturer, parce que c'est ce qui vraiment se passait à l'époque, et du coup, pour bien montrer le contraste entre maintenant et à l'époque, bien que maintenant, on n'est pas encore tout à fait au point aussi, mais voilà. Il y a 7 jeunes échiroloises qui jouent dans ce film. Il y a Myriam qui est derrière vous également. Ça veut dire qu'il y a pas, c'est pas un film de cow-boy finalement, ce western. Non, pas du tout. Non. On est toutes amies de base. On est toutes inscrits à l'association Vie et Partage. On fait toute partie d'une équipe de futsal. Et à côté du sport, on a voulu mener un petit projet culturel qui s'est, comme l'a dit Liamine tout à l'heure, basé sur des photos. Et ensuite, on a dérivé sur le cinéma. Et du coup, de base, c'est pas du tout notre milieu. On regarde pas forcément ce genre de film, mais on s'est intéressé à ce domaine et on est plutôt fiers du résultat. Alors là, on voit des images justement du film. Vous avez eu la chance de le tourner dans des décors naturels qui évidemment font penser au western, avec un village entièrement reconstitué. L'histoire, en 2 mots, on peut la dévoiler ou... Pas trop. Voilà. L'avant-première n'a pas encore eu lieu. Voilà, on est en avant-première, là. Ouais, c'est pour ça, donc on ne veut pas trop dévoiler l'histoire, mais en gros, c'est un groupe de 7 jeunes femmes qui subissent plus ou moins des problèmes avec leur mari. Et elles vont tenter une petite révolution, entre guillemets. Elles vont essayer de faire changer les choses et voilà. Myriam, un petit mot de cette expérience. On vous voit là danser avec les copines. Moi, je trouve ça plutôt réussi. Comment vous avez vécu cette expérience? C'était la première fois que vous vous retrouviez à jouer la comédie? Oui, c'était la première fois. Je ne m'étais jamais retrouvée, entre guillemets, derrière des caméras. Ça a été une expérience enrichissante pour nous. Et ça nous a permis de voir ce que c'était de faire de la vidéo. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé et nous a plu en même temps. Liamine, elles ont aussi réalisé, tourné les images. Il y a quelques plans qui ont été tournés par quelques participantes. D'être ça, pour revenir rapidement sur Myriam, il faut savoir que c'est celle qui a peut-être le plus subi pendant le tournage, parce qu'elle a tourné des scènes nocturnes à 2h du mat où elle se faisait enterrer. Donc voilà, pour revenir sur Myriam, elle a quand même bien subi cette scène. Elle a juste à se plaindre auprès de Maria, puisque c'est Maria qui a écrit le scénario. C'est Maria aussi qui a écrit le scénario. Donc là, quelque chose de... Non. Et en plus, c'est elle qui l'a enterré, c'est elle qui a fait mal. Donc, du coup, on va pas trop parler de l'histoire, on va pas trop... Mais on va pas dévoiler, je vais quand même pour finir sur votre projet, passer un petit extrait, 30 secondes, pour voir comment les filles se débrouillent devant la caméra, justement. Attendez. Recherchez aussi loin du village. 50 000 $. 1000 $. Faut qu'on prévienne les autres. Il doit y en avoir dans tous les villages.
Bon, $1000, c'est pas cher payé. Pour... C'est pour ça qu'elle n'est pas très contente. Elle dit ça, elle n'était pas très contente. $1000. Bon, ça, c'est à découvrir pour la première projection dans un vrai cinéma. Ce samedi au Pâté Chirol à 11h, donc il va y avoir différentes projections, notamment un court-métrage réalisé par un autre groupe de jeunes filles qui, elles, sont âgées de 8 à 10 ans, qui tournent notamment, du coup, le sujet, c'est vraiment traiter des talents. L'idée, c'est de dire que voilà, on est toutes et tous détenteurs de talents, qu'il faut juste essayer de les révéler, et qu'à partir de là, ça peut fonctionner. Une autre petite vidéo de 3 minutes, du coup, qui retrace la fête de quartier du village sud. Pour nous, c'était important aussi de pouvoir diffuser parce qu'il y a de multiples partenaires et qui ont aussi contribué à la réussite, j'ai envie de dire, de l'ensemble de ces actions. Et le western. Alors effectivement, avant-première, parce qu'on a une autre date qui est prévue le 24 au tremplin vidéo de Saint-Égrève. Donc la vidéo a été sélectionnée. Donc elle sera diffusée le 24 à 20h au cinéma de l'Avant-Scène à Saint-Égrève. Et puis ensuite, on a d'autres programmations qui vont avoir lieu en janvier, février, mars sur d'autres cinémas de l'agglo. Vous parliez de talent. On va finir avec un trio qui n'en manque pas. Franck, Jonathan et Virginie, vous formez The Next Tape, qui est un groupe... dont j'ai un peu de mal à définir la couleur musicale. Je crois qu'elle est faite de beaucoup d'influences différentes. C'est vrai que voilà, on est tous, on est un trio issu de courants musicaux assez différents. Pour ma part, moi, j'ai commencé quand même par faire de la guitare classique, et puis ensuite j'ai dérivé vers le rock et vers même du rock assez péchu, underground, voilà. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert un peu le monde de l'électro, ça m'a intéressé, mais voilà, je suis arrivé à l'électro quand même avec déjà un bagage, et du coup, c'est déjà ce mélange-là qui fait ma patte sonore, et puis je crois que pour mes petits camarades, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, oui. C'est vrai que moi, je suis plus issue du milieu jazz, à la base, beaucoup de jazz, de la soul, du gospel. Et par contre, depuis toujours, l'électro m'a toujours beaucoup plu, mais je l'ai jamais pratiqué, on va dire, musicalement parlant. Donc après, quand j'ai rencontré Franck et Jonathan, ça a été l'occasion de mélanger mon expérience avec leur savoir-faire. Voilà. Le savoir-faire électro, c'est plutôt Jonathan, c'est ça? Les machines, les sons, en fait, à la base, j'ai une formation classique également. Moi aussi. Donc au conservatoire de Grenoble. Et puis après, je suis parti à Chambéry pour apprendre le jazz. Et pareil, l'électro, je m'y suis mis un peu sur le tard. Et quand j'ai découvert l'électro, j'ai eu l'impression d'avoir une palette de couleurs qui s'élargissait au niveau sonore. Et donc du coup, en fait, notre projet, voilà, il mélange un peu toutes ces influences. Et du coup, on a vraiment le mélange entre l'acoustique, le boisé, de la guitare, du saxophone, puisque je joue aussi du saxophone dans le projet, avec la voix de Virginie qui est très soul. Et puis, tout le côté électro qui vient se mélanger à ça, quoi. Alors, si vous voulez voir ce que ça donne quand des musiciens classiques se mettent à l'électro, on regarde un petit extrait d'un de vos clips. I want you to feel good. I hope you feel fine. I'll make you all mine, so you're flying high. I want you to feel good. I hope you feel fine. I'll make you all mine, so you're flying high. I want you to feel good. I hope you feel fine. I'll make you all mine, so you're flying high. I want you to feel good. I hope you feel fine. I'll make you all mine, so you're flying high. So you're flying high. So you're flying high. So you're flying Bon, il y a des petits airs de Daft Punk avec les garçons masqués, non? Ouais, alors l'idée n'est pas venue de nous, mais de la réalisatrice, Massambe Savani. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait le rapprochement tout de suite, mais du coup, c'est ces masques qui sont devenus un peu notre mascotte, donc on les a sur scène. Alors, c'est difficile de jouer avec, donc en général, on les pose. Mais voilà. Après, ce morceau, il est un peu différent dans la palette de couleurs de ce qu'on propose. Il est vraiment... il est électropop rafraîchissant, très frais. Ouais. Et on a vraiment un style... on a vraiment tout style qui se mélange. Même nous, on n'arrive pas vraiment à se définir. On peut passer sur un summer qui est très jazz, avec ce style de musique-là très pop électro, avec du raga. Voilà.
compose à 3 en fait. Donc il n'y a pas une personne qui compose pour le groupe et du coup il y a une idée. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe avec plein d'idées différentes et qu'il faut réussir à canaliser et à mettre ensemble. Alors, le public grenoblois a pu vous découvrir l'an dernier au Cabaret Frappé. Ce sont les images qu'on voit dans le jardin de ville. Ils vont avoir une deuxième séance de rattrapage puisque vous allez sortir un petit album à la fin du mois, Franck. Alors, l'album sort pas à la fin du mois. Ce qui sort à la fin du mois, c'est un clip qui a été fait par Antoine Ronzon, tout en animation. Donc, il y a passé 6 mois, il a tout dessiné, ensuite il a tout scanné, vectorisé. Enfin bon, je rentre pas dans les détails parce qu'en fait, je peux pas vous en donner. Je sais pas exactement comment ça se fait, mais voilà, il a flashé sur l'un de nos morceaux, sur une démo en fait, et c'est lui déjà qui avait travaillé sur la pochette de notre premier disque, qui a du coup réalisé ce clip, qui nous a fait cette proposition. Et donc à l'occasion de on voit des images. À l'occasion de le 30 novembre, en fait, on va faire un concert à la salle René Proby de Saint-Martin-d'Air en vue de justement montrer le clip en entier au public qui sera là. Et puis l'EP, donc 6 titres, le petit disque de 6 titres, il sortira plutôt en avril, donc plutôt 2019. Bon, donc on peut vous voir en live à la fin de la mois, le 30 novembre. 30 novembre. Mais nous, comme on est un peu privilégiés, on a vu en avant-première les images du clip, on a vu en avant-première les images du film, on a eu la chance d'avoir Georges Lavaudan, et on va quitter ce plateau avec The Next Step. Vous allez voir, c'est magique la télévision. En une demi-seconde, on va pousser les tables, ils vont se transformer en musiciens, et on se quitte avec eux. Rendez-vous demain pour une autre émission. Bonne soirée à tous. I'm a lady boy, believe me, I'm feeling fine, even though you don't like my ways. I don't give a damn about what and who I am, about all the bad things that you say. I'm a lady boy, believe me, I'm feeling fine, even though you don't like my ways. I don't give a damn about what and who I am, about all the bad things that you say. Boy, believe me, I'm feeling fine, even though you don't like my ways. I don't give a damn about what and who I am, about all the bad things that you say. Boy, I don't feel no shame being a Prada lady, but let me tell it louder. Yes, I'm acting like a boy. I don't feel no shame being a Prada lady, but let me tell it louder. Yes, I'm acting like a boy. I don't feel no shame being a Prada lady, but yes, I am acting like a boy. I wear no old makeup on, I love my big trousers and shirts in which I have no sex appeal. Acting like a boy, I wear no old makeup on, I love my big trousers and shirts in which I have no sex appeal. Acting like a boy, I wear no old makeup on, I love my big trousers and shirts in which I have no sex appeal. Acting like a boy, I wear no old makeup on, I love my big trousers and shirts in which I have no sex appeal. Feel no shame being a Prada lady, but let's have me tell it louder. I'm acting like a boy. I don't feel no shame being a Prada lady, but let me tell it louder. Yes, I'm acting like a boy. I don't feel no shame being a Prada lady, but let me tell it louder. Yes, I'm acting like a boy. I don't feel no shame being a Prada lady, but I'm acting like a boy. I wear no makeup on, I love my big trousers and shirts in which I have no sex appeal.
Acting like a boy, I wear no makeup on. I love my big trousers and shorts in which I had no sex appeal. Acting like a boy.